C'est tellement, c'est d'une certaine manière incroyable pour moi que l'Europe soit au cœur de ce chaos et qu'elle ne s'en préoccupe pas. Parce que lorsque nous parlons de la menace d'une guerre nucléaire entre les deux grandes puissances, les deux superpuissances, l'Europe est à proximité, dans le voisinage, en plein milieu. Et je pense que si quelque chose se produit, l'Europe sera détruite. Je ne sais pas si les dirigeants européens en ont conscience. Yeah, Nima, you don't have any Helmut Kohls. You don't have any François. Vous n'avez pas de Helmut You don't Kohl, have any leaders vous n'avez pas de François Mitterrand. Il n'y a plus de dirigeants de ce calibre en Europe. Merz, je pense même pas qu'il comprenne l'ampleur des problèmes dans lesquels il a plongé l'Allemagne. Vous avez... Bon, revenons un peu en arrière. Je crois que c'était Kohl. C'était peut-être Merkel, mais je pense que c'était Kohl. C'était avant Merkel, qui un jour, dans un moment d'inattention, a essentiellement dit au téléphone, si j'ai bien lu la transcription, c'était une conversation avec H.W. Bush, si je me souviens bien. Vous savez, c'est sur notre territoire que les missiles vont tomber, n'est-ce pas? Surtout si l'on parle de l'ancien scénario, où le 10e groupe russe, ou le groupe d'attaque commandé à l'époque par Ogarkov, un commandant soviétique très agressif. Si le groupe des forces soviétiques en Allemagne était passé par le corridor de Fulda et que nous avions prévu de les bombarder avec des armes nucléaires, ce qui était notre plan, nous allions les bombarder. Les Allemands disaient « C'est notre terre, c'est chez nous que vous allez larguer des bombes nucléaires ». Et c'est vrai, ils ne pensent plus de cette façon aujourd'hui. Ils ne pensent plus ainsi. Ce qui me ramène à la conversation de Colin Powell en 1989, lorsqu'il avait écouté Gorbatchev au palais de Sainte-Catherine et entendu Bush, Reagan et d'autres, alors qu'il était conseiller à la sécurité nationale. Et il a dit, « Vous savez, nous serons privés de ces gens pour toujours. Les Mitterrand, les Kohl, les Major, les Thatcher, nous serons sans eux. Très bientôt, nous serons sans eux. » Et il n'y aura plus personne en Europe dont les pieds ont foulé la Seconde Guerre mondiale, qu'ils aient eu 13 ans, 12 ans, peu importe, mais ils y étaient. Cela va tout changer. Eh bien, cela a déjà changé les choses en pire à cet égard. Car personne là-bas, en tout cas parmi les dirigeants, ne semble comprendre de quoi il s'agit, ni à quel point c'est grave, et à quel point nous sommes désormais totalement sans traité. Nous n'avons aucune contrainte. Il n'existe plus de traité régissant les armes nucléaires, à part START. Et Poutine a dit, je crois de façon assez claire, « Désolé, je ne vais pas le renouveler en février quand il expirera, avec une nation trompeuse comme l'Amérique. » Donc nous serons alors totalement sans traité. Il n'y aura pas de traité. Et nous serons engagés dans une course aux armements nucléaires qui dira « Chine, construis tout ce que tu veux. Russie, construis tout ce que tu veux. Nous construirons pour les égaler et nous gaspillerons des milliards de dollars, ce que personne ne peut se permettre, tandis que le monde deviendra de plus en plus dangereux, instable et menacé de destruction, plus encore qu'à l'époque de la guerre froide. » Je pense déjà, Nima, qu'aujourd'hui, compte tenu de l'absolue inutilité du traité de non-prolifération, des puissances aspirant au statut nucléaire, et de pays comme la Corée du Nord, le Pakistan et l'Inde sont deux autres puissances nucléaires que je qualifierais de volatiles, nous sommes à un moment plus dangereux que jamais depuis l'invention de l'arme nucléaire. La propagande, Larry, d'ailleurs, est tellement épaisse. Quand on regarde la façon dont Donald Trump parlait du conflit en Ukraine avant d'être élu, et maintenant, c'est incroyable, la différence. À mon avis, ce que Donald Trump et son administration font est bien pire que ce qu'a fait l'administration Biden, tu sais, en tenant compte de l'attaque contre les bombardiers nucléaires, en tenant compte de l'escalade. On sait que le Pentagone, sous l'administration Biden, avait décidé de ne pas aller aussi loin, de ne pas autant escalader. Mais il semble que toutes ces lignes rouges
ont simplement été franchis par la nouvelle administration, l'administration Trump. Et il arrive d'une certaine manière à faire ce genre de propagande. Voici ce qu'il a dit à propos des pertes humaines. Il parlait des sous-marins qui s'approchent de la Russie et évoquait les pertes du côté ukrainien et russe. Before you play that, Avant que tu ne passes ça, vas-y. J'allais juste ajouter, il n'y a pas que Donohue, le général Donohue, qui a tenu des propos maladroits et déstabilisants sur les forces terrestres contre la Russie et Kaliningrad. J'entends du Pentagone, de sources très fiables, que la planification en cours en ce moment, à la manière du général Donohue et d'autres comme lui, est vraiment, vraiment dangereuse, parce qu'ils envisagent réellement d'entrer en guerre en Ukraine. Ils y pensent vraiment, et les Britanniques aussi, et probablement les Allemands et les Français, mais pas très longtemps, car leurs opinions publiques les chasseront du pouvoir s'ils font ça. Je prends ce pari, mais nous aggravons encore plus la situation que ce que tu laisses entendre, Nima. Du moins, c'est ce que j'entends. Permettez-moi de dire qu'ils ont publié un communiqué avec les réponses. Ils sont dans la région, là où ils doivent être. Oui, je comprends l'enjeu. Il s'agit que les gens arrêtent de se faire tuer. Un chiffre vient de sortir. Un nombre énorme de soldats russes sont tués. Et de même pour l'Ukraine. Un nombre inférieur, mais tout de même des milliers et des milliers de personnes. Et maintenant, on ajoute des villes qui sont touchées par des missiles. Donc, il y a beaucoup de morts dans cette guerre absurde. Et nous avons empêché beaucoup de pays d'entrer en guerre, l'Inde et le Pakistan. Nous avons empêché beaucoup de pays. Nous allons aussi mettre fin à celle-là. D'une manière ou d'une autre, nous allons mettre fin à celle-là. C'est vraiment horrible. Écoutez simplement les mensonges. Nous n'avons pas arrêté l'Inde et le Pakistan. Nous n'avons rien à voir avec le fait que l'Inde et le Pakistan soient parvenus à un accord raisonnable et n'aient pas poursuivi un conflit qui semblait se préparer. Nous n'y sommes pour rien. Je le sais de source sûre. Quelqu'un doit demander à Marco Rubio ce qu'il a fait. Et l'insinuation là, une insinuation très forte, j'aime le fait qu'il dise qu'il va y mettre fin, mais il l'a déjà dit auparavant, et il ne l'a pas fait, encore et encore. Mais l'insinuation forte ici, c'est qu'il a avalé les mensonges que le renseignement ukrainien, et je soupçonne aussi la CIA, le Mossad et le MI6, lui racontent au sujet des pertes. C'est tout simplement un mensonge éhonté que de laisser entendre que les Russes subissent des pertes comparables à celles des Ukrainiens, que ce soit en blessés ou en tués. Il suffit de regarder les échanges récents pour s'en rendre compte. Le nombre de Russes tués est minuscule. Le nombre d'Ukrainiens tués est énorme. Je dirais donc qu'en ce moment, les Ukrainiens subissent probablement, et c'est le cas depuis un certain temps déjà, 16 ou 17 pertes pour chaque perte russe. Il faut se rappeler que l'Ukraine comptait au départ environ 38 ou 39 millions d'habitants, a perdu 6 ou 7 millions de personnes à cause des réfugiés et de ceux qui sont simplement partis, et a subi d'énormes pertes sur le champ de bataille. Beaucoup de blessés ne pourront jamais reprendre une vie normale, car ils sont gravement atteints. Et les Russes ont encore des millions, non seulement en termes de population générale, mais aussi plusieurs millions dans leur armée. Ils ont probablement 1 million de soldats qu'ils pourraient mobiliser à tout moment dans les 6 prochains mois s'ils le voulaient. Trump est déconcerté. Il n'est tout simplement pas bien servi. Soit c'est un menteur éhonté, ce dont je suis certain qu'il l'est parfois, soit il reçoit de très mauvaises informations de la part de ceux qui sont censés le conseiller. Et si vous regardez simplement Pete Hegseth quand il est avec Trump, et que vous voyez la façon dont il lui cire les pompes et comment à chaque mot qu'il prononce, il jette un coup d'œil par-dessus son épaule pour s'assurer que son patron a vraiment apprécié,
et devient de plus en plus en colère, ce qui est faux, puisque son patron aime ça. Alors il faut aussi se poser des questions sur le secrétaire à la Défense. Nous savons qu'il n'est pas un bon gestionnaire. Nous savons qu'il n'est pas un homme très instruit, certainement pas en matière de sécurité nationale. Et nous savons qu'il est un sycophante parce qu'il le prouve à chaque fois qu'il prend la parole, que ce soit au Congrès, devant son président, lors d'une réunion du cabinet ou autre. Alors, quel genre de conseil Trump reçoit-il? Maintenant, voici ce que j'entends et qui me donne un mince espoir. J'entends dire que le nouveau chef d'état-major interarmé, le général C.Q. Brown, qui n'est plus si nouveau, est vraiment un frein à tout cela, et qu'il fait de son mieux pour empêcher Hegseth de se comporter comme un imbécile. Il essaye aussi de s'assurer que les informations transmises au président soient authentiques et exploitables, si l'on peut dire. C'est difficile. C'est compliqué parce que, selon la loi et le règlement, il y a le secrétaire à la Défense entre vous et le président. Mais le nouveau pouvoir conféré au président des chefs d'état-major par la loi Goldwater-Nichols lui donne le droit de dire au secrétaire qu'il va voir le président ou communiquer avec lui. Et le secrétaire n'a pas le droit de le lui interdire. Il peut dire non, tu n'y vas pas, et certains pourraient le faire. Hegseth pourrait être de ceux-là. Mais je pense que Brown persisterait probablement parce que la loi est de son côté. La dernière modification de la loi sur la sécurité nationale, la fameuse loi Goldwater-Nichols et celles qui ont suivi, donne au président des chefs d'état-major un véritable pouvoir. J'espère, je suppose, et j'entends dire que Brown essaye de contourner Hegseth ou de passer par lui pour atteindre le président et tenter de joindre Trump afin de lui signaler quand il commet des erreurs graves. Maintenant, si vous connaissez un tant soit peu la personnalité de Trump, et je sais que c'est le cas rien qu'en le regardant à la télévision, cela ne servira peut-être à rien, car Trump pourrait simplement se tourner vers Hegseth et lui demander « Qu'en penses-tu » Et Pete dira ce qu'il pense, c'est-à-dire quelque chose d'ignorant, stupide et flagorneur. Donc, nous sommes en difficulté. L'Empire est dans une situation bien plus critique sous Donald Trump que je ne l'aurais jamais imaginé à ce stade précis de sa dégradation. Je veux dire, il se détériore depuis la fin de la guerre froide. Mais là, il se détériore rapidement, tant sur le plan intérieur qu'international. Ce qui est dangereux, à mon avis, c'est la manière dont ils essaient de construire leur rhétorique, ce genre de mensonge. Parce que, si vous vous souvenez, avant qu'Israël n'attaque l'Iran, Netanyahou disait que l'Iran avait été détruit et que ce n'était qu'un château de cartes. Il suffisait d'y aller et d'en finir, de changer de régime au sein de la République islamique d'Iran, ce qui n'était pas le cas. Mais quand il s'agit de la Russie, c'est incroyable, cette ignorance. Il a parlé de chiffres énormes, mais il l'a publié sur Truth Social ou sur X. Il a dit que la Russie avait perdu 112 000 soldats depuis janvier de cette année et que les Ukrainiens en avaient perdu 8 000. Vous savez, c'est absurde. Oui, absolument absurde. Mais quelqu'un lui a donné cette information. Je ne crois pas qu'il invente tout ça de toutes pièces. C'est un menteur récidiviste, il n'y a aucun doute. Mais je ne pense pas qu'il invente cela uniquement parce qu'il ment tout le temps. Je pense qu'il reçoit cette information, et je pense qu'il la reçoit de la CIA, du MI6 et du Mossad, via Hegseth et d'autres. Je n'arrive pas à croire que C.Q. Brown irait dans ce sens, que le chef d'état-major interarmé ne va pas intervenir et dire « Monsieur le Président, vous devez arrêter de parler de ces chiffres de pertes, parce que vous mentez. Vous ne mentez pas intentionnellement, c'est comme ça que je le dirais, mais vous mentez parce que vous avez de mauvaises données, vous avez de mauvaises informations. »
Tu ne vas pas le croire, Nima, mais la plupart des informations que nous appelons du renseignement exploitable sur la guerre en Ukraine, depuis le début de l'opération militaire spéciale, et même avant, nous les recevons du MI6, du Mossad et de la CIA. Et tu sais d'où ils tiennent leurs informations? Des services de renseignement ukrainiens. Alors tu comprends pourquoi c'est biaisé et pourquoi c'est tellement faussé. Parce que le renseignement ukrainien ne veut pas que ses soutiens sachent à quel point il se fait laminer par les Russes. Maintenant, pourquoi on fait ça? Ça me dépasse. Je veux dire, j'ai vu des choses vraiment, tu sais, je suis le gars qui est allé à l'ONU avec Colin Powell. J'ai vu du très mauvais travail de renseignement, du mauvais travail d'analyse. Désolé, directeur de la CIA. J'ai vu tout ça de très près, personnellement. Mais je savais qu'au sein même de la CIA, et je l'ai découvert en profondeur par la suite, trop tard, il y avait des personnes qui s'y opposaient, de véritables professionnels du renseignement. Il y a aujourd'hui de vrais professionnels du renseignement à la CIA qui s'opposent à ce qui se passe. Pourquoi Tulsi Gabbard n'a-t-elle rien fait à ce sujet? Je l'ignore. Et je sais que le directeur de la CIA ne fera rien parce que c'est un clone israélien. Il travaille pour Bibi Netanyahou. Mais Tulsi a une certaine indépendance que je pensais voir utilisée ici, et je pensais qu'elle contredirait certains de ses faits, voire qu'elle en parlerait publiquement au Congrès, comme elle l'a fait pour la situation en Iran. Mais je pense qu'elle est devenue lâche. Je pense que Tulsi Gabbard a prouvé que sa véritable couleur est le jaune. Cela fait plus de 8 mois que nous parlons des personnes que Zelensky essaie d'envoyer sur le champ de bataille. Des jeunes, des personnes âgées, des gens de plus de 60 ans. Et Donald Trump dit qu'il ne sait pas, qu'il n'a aucune idée. Alors comment pouvons-nous supposer qu'il sait ce qui se passe dans le dossier ukrainien? Je pense qu'on peut supposer qu'il ne sait absolument rien de ce qui se passe dans le dossier ukrainien. L'autre jour à peine, il a relayé des évaluations farfelues que les Russes auraient perdu 20 000 morts le mois dernier et que l'Ukraine n'aurait subi que 8 000 morts depuis janvier. Je veux dire, si ce sont les chiffres qu'il cite en tant que président des États-Unis, alors soit il ne comprend absolument pas ce qu'on lui dit, et c'est soit on lui sert simplement n'importe quoi. Et ces chiffres viennent des Ukrainiens. C'est le monde imaginaire dans lequel vivent les extrémistes ukrainiens qui peuplent les réseaux sociaux. Et cela signifie que le président s'appuie sur des gens qui fouillent les comptes des réseaux sociaux pour rassembler des chiffres fantaisistes et ensuite informer le président des États-Unis. C'est inquiétant. Vous avez parlé à Ray McGovern à plusieurs reprises. Il était autrefois l'homme qui faisait les briefings, le responsable des briefings de la CIA pour le rapport quotidien du président. Je n'ai jamais été briefé. Je sais que j'ai été le sujet de plusieurs briefings présidentiels quotidiens, et je sais ce que cela implique. Le niveau de contrôle auquel l'information est soumise avant d'être incluse dans un document présenté au président des États-Unis, considéré comme la personne la plus puissante du monde, qui ne devrait avoir accès qu'aux informations les plus précises, vérifiées, factuelles et soigneusement évaluées au monde, était impressionnant. Je veux dire, la CIA se pliait en 4 pour s'assurer que si une information entrait dans le PDB, elle était fiable, parce qu'à ce niveau, on n'a pas droit à une seconde chance. Vous savez, c'est le président des États-Unis. Ce président se fait nourrir de bêtises. Je veux dire, il n'y a pas, vous savez, de PDB qui, même quand ils parlent du PDB, ils l'ont transformé en quelque chose qui ressemble à un format Fox News. Je veux dire, donc ce n'est pas, vous savez, à l'origine, c'est censé informer le président. C'est n'importe quoi. Je connais Tulsi Gabbard, elle est responsable du PDB. Elle a une énorme responsabilité et une tâche écrasante.
Ce président ne veut pas être informé. Comment peut-on être informé si l'on croit tout savoir? Je veux dire, c'est un homme qui, je suis le plus intelligent du monde sur ce sujet. J'en sais plus que n'importe qui à ce sujet. Il ne sait rien sur rien, et il vient de le prouver. Je veux dire, c'est le président des États-Unis qui engage des centaines de millions, voire des milliards de dollars de l'argent des contribuables américains pour continuer à soutenir un conflit qui est déjà perdu. Il fait semblant de se soucier des vies humaines, mais tout ce qu'il fait, c'est garantir que des dizaines de milliers d'Ukrainiens vont mourir dans une guerre qui pourrait être arrêtée dès maintenant si le président décidait de l'arrêter. J'espère que c'est le message que Steve Witkoff a reçu de Vladimir Poutine, que cette guerre peut être arrêtée immédiatement. Si vous tenez vraiment à la vie humaine, nous pouvons arrêter cette guerre. Vladimir Poutine a fait une présentation. Il a dit, écoutez, l'Ukraine, retirez-vous simplement de notre territoire. Kherson, Zaporizhia, Donetsk et Luhansk, et vous ne ferez jamais partie de l'OTAN. Si vous dites cela, nous instaurerons un cessez-le-feu immédiatement. Tout de suite, il y aura un cessez-le-feu. Et ensuite, nous discuterons. Ce ne sera pas la fin à ce moment-là. Ce ne sera qu'un cessez-le-feu. Mais alors, ils entament des discussions pour mettre fin au conflit sans que personne ne meure. C'est ce que le président des États-Unis affirme vouloir. Espérons-le. Poutine s'est tourné vers Witkoff et a dit « Laissez-moi être aussi clair que possible. Nous avançons et nous continuerons d'avancer jusqu'à ce que nous ayons repris tout notre territoire. Ce n'est pas un territoire ukrainien. Désolé. Ça ne le sera plus jamais. C'est la mer Russie. Et c'est la trajectoire sur laquelle nous sommes. Cela arrivera. C'est inévitable. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Maintenant, si vous pouvez faire comprendre aux Ukrainiens que cela va arriver, que vous ne pouvez pas l'arrêter, et que la seule chose qui va se passer, c'est que l'Ukraine va perdre encore quelques centaines de milliers de morts. Peut-être que la meilleure chose à faire est simplement de les faire sortir de là et de leur dire qu'ils ne feront jamais partie de l'OTAN. Et alors, on commence. On commence à discuter à ce moment-là. Et à ce moment-là, plus personne ne meurt. Le président a accompli ce qu'il prétend accomplir. J'espère que c'est ce que Poutine a dit à Witkoff. Et j'espère que Witkoff reviendra et dira exactement cela à Trump. Et j'espère que Trump n'écoutera plus jamais Steve Kellogg, parce que je pense que c'est de là que viennent beaucoup de ces chiffres fantaisistes. Et j'espère que Pete Hegseth prendra exemple sur Trump et dira à des gens comme Christopher Donahue de se taire à propos de Kaliningrad. Et peut-être commencera à dire à Whitaker, l'ambassadeur auprès de l'OTAN, de calmer le jeu. Si jamais tu appelles Poutine, tu sais, j'ai oublié ce qu'il t'a dit, juste, tu sais, des insultes. Si jamais tu refais ça pendant que j'essaie de négocier pour mettre fin à un conflit, je te vire, je t'arrête, je te mets en prison pour le reste de ta vie. Franchement, il faut être quel genre d'idiot? Cet homme est un ancien procureur. Il est censé avoir quelques noms, des neurones là-haut. Quel genre d'idiot va critiquer le président Poutine au moment même où les États-Unis doivent encourager le dialogue avec le président Poutine? Tu sais, le président s'est entouré des pires conseillers possibles. Marco Rubio est horrible. Pete Hegseth est tout simplement ignorant comme pas possible. Il n'y a plus de conseiller à la sécurité nationale. Marco Rubio cumule les fonctions à ce sujet. Keith Kellogg est juste, vous savez, dans le monde imaginaire de Bandera. Vous savez, la seule personne de confiance qu'il a là-bas, c'est Steve Witkoff. Et le rôle de Witkoff n'est pas vraiment de négocier. Son rôle, c'est d'être un messager, de transmettre le message du président Trump, de le livrer et de recevoir le message de Poutine. J'ai confiance en Witkoff dans ce rôle, et on verra bien. Mais vous savez, il faut aussi se rappeler que Witkoff était censé négocier avec les Iraniens à la dernière minute, avant que l'Israël ne mène son attaque surprise. Donc, c'est un autre problème pour les Russes, vous voyez.
Et j'aurais dit que si, enfin, c'est pour ça que je ne serai jamais président de quoi que ce soit. Mais j'aurais dit à Witkoff, tu es là. Mais comment puis-je le savoir? Trump vient de déplacer 2 sous-marins de classe Ohio plus près des côtes russes. Comment puis-je savoir que vous n'êtes pas ici simplement pour nous préparer à une attaque surprise? Nous ne pouvons plus vous faire confiance. Nous ne vous faisons pas confiance. Nous ne croyons plus un mot de ce que vous dites. Êtes-vous sincère? Je ne sais pas. Peut-être que vous l'êtes, mais est-ce que votre président l'est? Ce sont des choses qui doivent être rapportées au président Trump, et il faut lui dire, vous devez changer votre façon de faire. Parce qu'en ce moment, votre manière d'agir est honteuse. Elle discrédite les États-Unis et nous place dans une situation au moment où nous avons le plus besoin de diplomatie, nous ne pouvons pas en faire. Parce que qui va nous faire confiance? Plus personne ne devrait jamais nous faire confiance. Ni lui, ni ce président. Il ne s'agit pas seulement de sous-marins. Il a déployé des armes nucléaires en Europe, au Royaume-Uni. Je ne m'inquiète pas pour ça. Je veux dire, c'est comme ça. Mais, vous savez, on a déjà plus d'une centaine de ces bombes là-bas. Alors 20 de plus, qu'est-ce que ça change? Qui s'en soucie? C'est juste stupide, c'est idiot, tout simplement. Mais avoir quelques B-61-12 de plus stationnés en Angleterre, plutôt qu'aux Pays-Bas, en Italie, en Belgique, en Turquie, elles sont déjà là. Vous voyez, oui, ça me plaît pas, mais je ne vais pas en perdre le sommeil. Ce qui m'empêche de dormir, c'est le déplacement des sous-marins de la classe Ohio. Ça, c'est problématique. Ce qui m'empêche de dormir, c'est la volonté persistante des États-Unis de déployer le Dark Eagle en Europe. C'est un missile hypersonique. Ça ne me plaît pas. Je perds le sommeil en pensant au fait que les Russes ont abandonné le moratoire auto-imposé du traité INF sur le déploiement de systèmes INF. Et maintenant, l'Oreshnik est en coproduction et en cours de déploiement. Vous savez, je ne pense pas que vous soyez assez âgé pour vous souvenir de la crise des SS-20 dans les années 1970, lorsque les Soviétiques ont déployé les SS-20. Cela a tout changé. L'OTAN est passé de « peut-être qu'on peut y arriver » à « nous sommes morts ». Dès que cela se produit, nous mourrons tous, à cause de ce système qui submergeait tout. Cela a mené à une crise où nous avons déployé les Pershing II et les missiles de croisière à lancement terrestre en Europe, nous plaçant au bord d'une situation qui risquait de devenir incontrôlable et de tuer tout le monde. C'est pourquoi nous avons signé le traité INF. Eh bien, nous sommes dans une situation similaire aujourd'hui, car maintenant l'Oreshnik est là, et ce génie ne retournera pas dans sa bouteille. Et maintenant, nous allons déployer le Dark Eagle. Et nous revenons exactement à la situation de 1985-1986. À l'époque, nous avions les Pershing II prêts à frapper Moscou en 7 à 12 minutes après le lancement. Les Russes, les Soviétiques, avaient les SS-20. Ils allaient couvrir toute l'Europe, tout détruire. Aujourd'hui, dans un an, nous aurons le Dark Eagle, qui peut à nouveau frapper Moscou en quelques minutes après le lancement. Et les Russes ont l'Oreshnik, qui peut anéantir toute l'Europe. Incroyable. On pourrait penser que nous aurions tiré des leçons, mais ce n'est pas le cas. Voilà ce qui me frappe. Le fait que Donald Trump, comme l'idiot qu'il est, ait décidé de balancer encore quelques B-61-12 en Angleterre. Ce n'est pas un élément décisif. Cela ne modifie pas l'équilibre des pouvoirs. Oreshnik modifie l'équilibre des pouvoirs de manière significative. Et maintenant, nous n'avons plus de cadre de traité pour le limiter. Et vous savez, le traité New Start expire le 4 février de l'année prochaine. Et une fois qu'il sera terminé, nous n'aurons plus de cadre de traité pour le limiter. Nous passerons de 1550 ogives déployées à plus de 4000 ou 5000, presque du jour au lendemain. Les États-Unis ont déjà le plan. Nous nous en sommes vantés.
Cela montre à quel point nous avons négocié de mauvaise foi avec New Start. Nous avons mis toutes ces ogives en stockage en passant essentiellement le Minuteman III de 3 ogives à une seule. Mais il y a seulement quelques mois, ils ont effectué un test du Minuteman où ils ont remis 3 ogives sur un Minuteman et l'ont lancé pour prouver qu'ils en étaient capables. Du jour au lendemain, le Minuteman passera d'1 à 3 ogives, 450 d'entre eux. Cela fait 900 ogives supplémentaires en circulation. Le Trident passera de leur nombre bas classifié à leur nombre haut classifié. Du jour au lendemain, boum. Là, on parle de quelques milliers de plus. On atteindra 4000 ou 5000 ogives. Puis, on commencera simplement à construire de nouveaux systèmes sans aucune contrainte. Avant même de s'en rendre compte, on sera à 20 000 ou 30 000 ogives déployées, et les Russes feront de même. On revient exactement au sommet de la guerre froide. On annule tout ce qui a été fait. Voilà ce qui m'inquiète. Quelques B-61 de plus, je veux dire, ça n'aurait pas dû arriver. Je suis d'accord avec vous, ça n'aurait pas dû arriver. C'était stupide, mais ce n'est pas ça qui m'empêche de dormir la nuit. Mais après tout, c'est un signal adressé aux Russes. Et comme Wilkerson en parlait à propos de Vladimir Poutine, Donald Trump a imposé des sanctions secondaires à l'Inde à cause du pétrole russe. Ce sont des signaux pour la Russie et le gouvernement russe. Si vous êtes honnête, si vous voulez quelque chose de concret, si vous souhaitez, comme le disait Wilkerson, un partenariat stratégique ou une coopération, peu importe ce qu'ils recherchent, ce n'ont pas des signaux qui donnent de l'espoir à ce sujet. Non, mais c'est de Donald Trump dont on parle. D'accord? Il peut les imposer, il peut les retirer. Je veux dire, ce n'est pas le Congrès qui adopte une loi. Le Congrès a déjà adopté une loi qui donne au président le pouvoir de faire absolument tout ce qu'il veut. Et donc, maintenant, le président peut les imposer, il peut les retirer quand il veut, pour n'importe quelle raison. Je pense que dans l'esprit tordu du président, vous savez, son art de la négociation, il les impose à l'Inde pour faire pression sur la Russie, pour montrer aux Russes que nous sommes sérieux. L'Inde a déjà dit « Allez vous faire voir, on ne le fera pas ». La Chine a déjà dit la même chose. Le Brésil, je crois, a dit la même chose. Je pense que le président commence à réaliser que personne ne va réagir à cela. Personne ne s'en soucie. Mais dans son esprit, il doit mettre la pression. Sinon, vous savez, Wilkerson n'aura aucun levier lorsqu'il rencontrera Poutine. Voilà ce que fait le président. Mais c'est factice. Tout est factice. Je pense que s'il doit y avoir un accord, vous verrez le président, une fois qu'il y aura une voie vers un cessez-le-feu, alors le président fera ce qu'il faut concernant les sanctions qu'il a imposées aux pays qui achètent du pétrole russe. Parce qu'on ne peut pas conclure d'accord, à moins d'être prêt à lever toutes les sanctions, comme l'exigent les conditions préalables russes. Il faut lever toutes les sanctions, y compris les sanctions secondaires. N'est-ce pas incroyable que nous vivions dans l'hémisphère occidental et que chaque jour nous lisions les médias grand public et toutes ces discussions sur le conflit en Ukraine, mais que nous ne sachions pas ce qui se passe dans la tête de l'administration Trump? Vous avez dit que d'une certaine manière, nous savons ce que la Russie veut avec un règlement en Ukraine. Ce n'est pas d'une manière ou d'une autre. Nous savons. Nous savons parce que Poutine nous le dit. Parce qu'il est honnête avec nous. Et comme l'ont dit d'anciens hauts responsables de la Banque mondiale, lorsque nous nous asseyons avec Vladimir Poutine pour des réunions, il sait tout. Il est très bien préparé. On ne peut pas le piéger sur quoi que ce soit. Il sait tout. Il n'a pas besoin de notes. Il a fait ses recherches. C'est avec ce genre de personnes que nous traitons. Littéralement,
Je sais que tous les Américains dans le public vont être vraiment en colère contre moi pour avoir dit cela. C'est le meilleur dirigeant au monde aujourd'hui. Aucun dirigeant n'arrive à la cheville de Vladimir Poutine. J'aimerais que nous ayons un président américain qui ait la discipline, la capacité intellectuelle et l'intégrité d'un Vladimir Poutine. Je n'ai pas pensé, vous savez, au bien-être général des personnes dont vous êtes responsable. Je crois honnêtement que lorsque Vladimir Poutine se réveille le matin, sa seule motivation est « Que puis-je faire pour améliorer la vie du peuple russe ?» Je le crois parce qu'il suffit de regarder comment il se comporte et ce qu'il fait. Il agit en ce sens. Je ne pense pas que Donald Trump se réveille en se souciant le moins du monde du peuple américain. Il ne se préoccupe que de Donald Trump. Son administration en ce moment fait tout son possible pour essayer de lui obtenir le prix Nobel de la paix. Il a arrêté 5 guerres. Vous le savez, n'est-ce pas? Il les a toutes arrêtées, les 5 guerres. Et le 6e, le plus important, c'est la Russie. Et il va arrêter ça aussi. Et tu sais, mon Dieu, si jamais les Russes disent « D'accord, nous accepterons le cessez-le-feu si les Ukrainiens font ceci », il va dire « J'ai arrêté toutes les guerres du monde. Je suis l'ultime artisan de la paix. Vous devez me donner le prix Nobel de la paix. » Oubliez le fait que j'ai bombardé l'Iran en violation du droit international, puis que j'ai collaboré avec les Israéliens pour mener une attaque surprise contre l'Iran. Oubliez ce petit détail. Je veux dire franchement, 2 sous-marins qui se dirigent vers la Russie. Oui, ce n'est pas grand-chose. Il n'a arrêté aucune guerre, pas une seule. Chaque guerre qu'il pense avoir arrêtée continue de couver. Et s'ils ont arrêté, ce n'est pas grâce à lui. L'Inde et le Pakistan n'ont pas cessé de se battre à cause de Donald Trump. Vous savez, le Cambodge et la Thaïlande continuent de se chamailler. Les Cambodgiens voudraient peut-être lui lécher les bottes un peu plus et le nominer pour le prix Nobel de la paix, mais pas les Thaïlandais, parce qu'eux connaissent la vérité. Il y a toujours des problèmes là-bas. Il a parlé d'arrêter les guerres. Il a envoyé une délégation de 3 personnes au Congo pour essayer de conclure un accord entre le Congo et le Rwanda, et ils ont dû fuir pour sauver leur vie. Je veux dire, tu as arrêté cette guerre, n'est-ce pas, mon petit Donnie? Il n'a pas arrêté une seule guerre. Tout ce qu'il fait, c'est alimenter les guerres. Il vend des armes. Cet homme, ce n'est pas seulement un hypocrite. Ce n'est pas seulement un menteur. Il est ignorant, purement ignorant. Et tout cela est basé sur le narcissisme. Tout tourne autour de Donald Trump. Et mon Dieu, vous avez un président des États-Unis qui va prendre tout ce pouvoir et le concentrer uniquement à faire passer Donald Trump pour un type formidable. Vous savez, 60 millions de dollars de nourriture envoyée on ne sait où, mais personne ne m'a remercié. Personne ne m'a remercié du tout. Pourquoi ne me remerciez-vous pas? Pourquoi ne vous assurez-vous pas que la nourriture arrive à ceux qui en ont besoin? Eh bien, quelqu'un devrait me remercier. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. À quand remonte la dernière fois où Vladimir Poutine a dû passer à la télévision nationale pour supplier qu'on le remercie pour quelque chose? Ne pensez-vous pas que Donald Trump s'implique tellement dans l'état d'esprit des Européens, notamment en ce qui concerne l'envoi de nouvelles armes en Europe, et la manière dont ils essayent d'investir d'une façon ou d'une autre dans l'économie américaine? Je ne sais pas s'ils seront capables de le faire. Ils en parlent trop. Les choses bougent. Quoi que fassent les dirigeants européens, en ce qui concerne les États-Unis, ils veulent quelque chose en Ukraine. Ils veulent que la politique en Ukraine soit modifiée pour correspondre à ce qu'ils souhaitent de la politique américaine. Et ne pensez-vous pas que cela pourrait créer une sorte de barrière ou d'obstacle pour Donald Trump?
Non. Que peut faire l'Europe? Rien. Vous avez vu Ursula von der Leyen quand elle l'a rencontrée? Elle était tellement intimidée qu'elle a dû mentir. Elle était tellement pressée de donner l'impression de conclure un accord qu'elle a menti à propos des 600 milliards de dollars. Il n'y a pas de 600 milliards de dollars. Donald Trump a cru à ce mensonge. Apparemment, il se promène en disant « j'ai 600 milliards de dollars ». Sans condition. Je peux en faire ce que je veux. Je vais construire un terrain de golf. Vous savez, il n'y a pas de 600 milliards de dollars. Elle a dû sortir immédiatement et dire oui, non, il n'y a pas 750 milliards de dollars d'énergie. Non. 3 ans. 250 milliards chacun. Non. L'Europe n'achète pas 250 milliards de dollars d'énergie aux États-Unis. L'an dernier, l'Europe a acheté 76 milliards de dollars d'énergie aux États-Unis. Et cela a à peu près saturé leur capacité à en gérer autant. Les États-Unis n'ont produit que 310 milliards de dollars d'énergie exportable l'année dernière. Et cette énergie était destinée à tous les marchés, pas seulement à l'Europe. Et maintenant, vous dites que les États-Unis vont abandonner tous ces contrats, tous les contrats en Asie et ailleurs, pour tout détourner vers l'Europe. Ils ne peuvent pas gérer cela. Même si les États-Unis pouvaient envoyer tout le gaz naturel liquéfié en Europe, il n'y a nulle part où le recevoir, le déliquéfier, l'intégrer dans le système ou assurer un stockage à long terme. Rien de tout cela n'existe. Donc c'est un chiffre inventé, faux. Mais c'est ce que fait Donald Trump. Il ment sur tout. Il invente des chiffres. Donc en ce moment, les Européens se contentent d'inventer des choses. Mais ce n'est pas réel. Ça ne change rien. L'Ukraine est fichue de toutes les façons possibles. Je veux dire, on peut rester assis ici. Les gens arrêtent simplement de croire à tout ce qui vient d'Europe. Stop. Tout est un mensonge. Ils ont même, tu sais, ce truc, comment ils appellent ça? Pearl, P-I-R-L ou P-U-R-L ou quelque chose comme ça, je ne sais pas, ce nouveau truc du département de la Défense. En gros, c'est l'arnaque des arnaques. Hey, l'Europe, tu as déjà acheté quelque chose chez nous. Donne-le aux Ukrainiens, puis rachète le même produit chez nous. Donc tu payes 2 fois pour la même chose. Voilà ce que c'est. C'est ça. L'arnaque. C'est comme si tu venais d'acheter une voiture. Ok, je veux que tu donnes la voiture à ton oncle et que tu ailles en acheter une nouvelle. C'est toi qui payes. Ton oncle veut une voiture. Donne-lui ta voiture. Sors et achète-toi une nouvelle voiture. C'est toi qui payes. Et cette nouvelle voiture va rester en réserve au cas où ton oncle la voudrait à nouveau. Est-ce que c'est une bonne affaire pour toi, Nima? Mais c'est exactement l'accord que nous avons donné à toute l'Europe. C'est tout. Et les Européens ont dit, oh oui, on va faire ça. On va faire ça. L'Europe n'a rien. Pour que l'Europe ait quelque chose, il faut qu'elle ait un moyen de pression sur nous. Il faut qu'elle puisse décrocher le téléphone et dire « On a besoin que tu fasses quelque chose tout de suite, oncle Sam ». Mais c'est pas comme ça que ça marche. Papa parle, les petits bébés écoutent, c'est tout. C'est ça la relation. Papa, bébé. Papa, bébé. Et je déteste dire ça, sauf que Mark Rutte pense que Donald Trump est le papa de l'OTAN. Et Donald Trump en est plus que ravi. Je crois même qu'il a fait imprimer un t-shirt, il y a écrit Daddy avec sa photo dessus. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Donc il n'y a vraiment aucun obstacle venant de l'Europe. L'Europe n'a rien, rien du tout. C'est embarrassant. Vous avez vu l'humiliation de Keir Starmer et de sa femme arrivant au château, vous savez, allant voir le roi américain. C'est tout simplement de la stupidité à l'état pur. Paul, j'aimerais pouvoir dire quelque chose de plus intellectuellement solide à ce sujet. Mais que dire des gens qui s'abaissent ainsi? Les Européens ne sont rien. Ils n'ont rien. Dis-moi une chose que les Européens ont. Une seule. Nomme-la. L'Europe peut offrir la chose suivante. Rien. Je dirais que la seule chose qu'ils ont, c'est de la haine envers la Russie. Et personne ne sait pourquoi.
Ils n'ont même pas ça, pourtant. On ne peut pas dire les Européens. 16% des Allemands seraient prêts à se battre pour leur pays aujourd'hui. 16%. Je vais vous dire, si l'Amérique en arrive au point où seulement 16% disent « oui, on se battra pour notre pays », il est temps de plier bagage, de tout arrêter. Je veux dire, si vous êtes un homme en âge de combattre et que vous vous dites « américain », ça ne veut pas dire que vous devez rejoindre l'armée tout de suite. Mais si quelqu'un envahit le pays, il faut être prêt à partir à la guerre immédiatement. Tout laisser tomber et partir se battre, donner sa vie. C'est ça, être américain. C'est ça, être citoyen de n'importe quel pays. J'imagine que vous vivez au Brésil. Êtes-vous citoyen brésilien? Je ne veux pas être indiscret, mais avez-vous la citoyenneté brésilienne? Donc, si le Brésil est envahi, l'Argentine traverse la frontière. Ils arrivent, et ils disent que chaque homme capable de tenir une arme doit venir défendre le Brésil. Je pense que vous trouveriez un moyen de le faire, parce que c'est ce qu'on fait dans le pays où l'on vit, celui qu'on appelle le sien. Les Allemands, vous avez Merz qui fait semblant d'être le 4e Reich. 16% des Allemands disent « oui, nous nous battrons pour cela ». Je parie que c'est un pourcentage élevé dans toute l'Europe. J'ai déjà eu cette conversation avec d'autres personnes. L'Union européenne a détruit l'Europe de tant de façons. Mais l'une des principales façons dont ils ont détruit l'Europe, c'est que l'Europe a cessé d'être réelle, parce que l'Union européenne est factice. Il n'existe pas de citoyenneté européenne, ni d'identité européenne. Ça n'existe pas. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé cette fausse identité, et les gens ont oublié qui ils étaient. Ils ont oublié qu'ils étaient français. Ils ont oublié qu'ils étaient allemands. Dieu merci, les Italiens ont Mélanie. Au moins, les Italiens savent qu'ils sont italiens. Mais c'est probablement plus grâce à la mafia qu'à autre chose. Vous savez, au moins la mafia est fière d'être italienne. Mais vous savez, toutes ces nations, les Portugais, ils parcourent toute l'Europe pour trouver du travail. Vous savez, ils ne vont pas se battre et mourir pour le Portugal. En Espagne, il y a les Catalans qui, eux, sont prêts à se battre et mourir pour la Catalogne. Mais, vous savez, les Espagnols ne vont pas se battre. Et personne ne va mourir pour l'Europe. Personne ne va mourir pour l'Europe. Je veux dire, c'est absurde. Mais en Russie, des hommes russes se portent volontaires pour aller à l'opération militaire spéciale afin de régler cette affaire. Ils se portent volontaires par dizaines de milliers chaque mois. Et si vous envahissez la Russie, comme l'Allemagne et l'OTAN disent qu'ils pourraient devoir le faire, c'est fini. Tous les hommes sortent de l'ombre, et c'est terminé. Il faudrait tuer chaque Russe, et vous n'allez pas tuer chaque Russe. L'histoire a montré que lorsque vous énervez les Russes, ils finissent par prendre votre capitale. Demandez aux Français, demandez aux Allemands.